Bienvenue à tous dans notre Zoom. Au sommaire aujourd'hui, la refonte du système bancaire et monétaire. Vaste programme pour en parler. Mon invité, Pierre-Henri Leroy. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre-Henri Leroy, ancien industriel, ancien banquier. Vous avez fondé il y a 25 ans la première agence de conseil de vote aux actionnaires, Prox Invest, que vous venez de céder. Vous publiez cet ouvrage, Une somme, chez VA Éditions, La conjuration bancaire pour une refonte du système bancaire et monétaire. Ma première question, Pierre-Henri Leroy, vous tirez à boulet rouge sur les banquiers centraux, sur les ministres français des Finances, coupables à vos yeux d'une scandaleuse fabrique d'injustice. De quoi parle-t-on ? Alors c'est un sujet très vaste, qui ne se limite même pas à la France, mais c'est une réalité que peu de gens connaissent. Mais nous avons réformé il y a 30 ans le système bancaire et financier en France, en particulier, mais aussi ailleurs. Et nous avons donné l'ensemble des clés de l'économie à la profession bancaire, qui autrefois était cantonnée à la fonction très importante de veiller sur nos dépôts et de faire du crédit à l'économie. Ces deux métiers justifiaient, et justifient toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle la garantie de l'État, c'est-à-dire le fait qu'en situation de crise, les banquiers soient sauvés par les États. Ce qui s'est passé en 2008. C'est ce qui s'est passé en 2008, mais ça s'était passé pour des petites banques avant, pour des grosses banques avant. Le Crédit Lyonnais a été sauvé par l'État. Donc ça n'est pas en soi du tout choquant. Sauver les banques est une chose absolument nécessaire, logique. Ce qui n'est pas nécessaire et logique, c'est que l'on donne à ces banquiers des avantages fiscaux, économiques, permanents, considérables, qui font que ces gens-là gagnent toujours, pendant qu'ils ont le droit d'intervenir dans tous les marchés et faisant tout et n'importe quoi, parce que, par définition, quand on a plusieurs maîtres, on perd la tête. Mais ces banquiers socialisent les pertes et privatisent les gains. Oui, mais c'est surtout les ministres des Finances qui ont une responsabilité sur cet aspect des choses. Parce que si vous voulez, si les ministres des Finances avaient dit dès le départ, écoutez, évidemment on va vous sauver, mais vous n'aurez pas le droit de faire du téléphone, de l'immobilier, du spiel, enfin des spéculations dans tous les métiers, etc., tout irait bien, mais ce sont les ministres qui leur ont donné tous ces avantages qui en plus vont venir les sauver après, tout ça à la charge de l'ensemble de la collectivité. Alors vous partez des réformes bancaires, Debré à Beurer en 68, puis des politiques sous Mitterrand, Chirac, Balladur. Quelle était la dynamique de cette politique ? But ? Au départ, il y avait une volonté de renforcer le système financier et de fabriquer en France de grands groupes, ça a d'ailleurs marché, il faut bien le reconnaître, et de devenir un grand marché financier. Ça n'a pas marché du tout, vous allez voir. En fait, ce qui est assez dramatique, c'est qu'on a donné donc les clés, des marchés, si vous voulez, en 88, finalement, quand on a mis fin à ce qu'on appelait le monopole des agents de change, et en 2 ans, tous les agents de change avaient été absorbés par les banquiers. Donc les banquiers avaient le droit de faire du crédit, l'exclusivité de faire du crédit et de faire du dépôt, mais en même temps, ils avaient le droit d'intervenir sur tous les actifs. C'est, à mon avis, une extrêmement grave erreur. Alors justement, quels sont les préjudices de ce modèle de ce que l'on appelle la banque universelle qui regroupe en son sein tous les services ? Voilà. Sur les marchés, le crédit, le dépôt. Et si elle perd sur une spéculation sur l'or ou sur, je ne sais pas, les paradis terrestres ou fiscaux, je ne sais pas, mais de toute façon, les citoyens vont devoir payer. Bon, ça, on l'a vu avec la fameuse affaire Kerviel, mais on l'a vu dans les opérations Madoff. À chaque fois, si vous voulez, c'est soit le contribuable, soit l'épargnant qui paye, et le gouvernement est content et trouve ça très bien. Bon, comme dit François Hollande, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. C'est gratuit, absolument. Si vous voulez, donc il y a une espèce de mécanique qui est dramatique. Alors, c'est intéressant parce que c'est même international. Donc c'est un sujet, il faut bien... Alors, ce que je souligne dans mon livre, c'est que les Français
pour des raisons qui sont propres à l'État, à la culture française, à la puissance de la puissance publique, la puissance de l'ENA, la puissance, si vous voulez, d'un État centralisé et d'un discours de qualité, parce que les Français disposent d'un outil de discours extraordinaire, d'un droit remarquable. Les Français ont poussé beaucoup ce modèle et l'ont soutenu à fond. Lors de la crise de 2008, par exemple, vous avez effectivement un groupe d'experts qui s'est autoproclamé avec nomination de M. de la Rosière, qui a été nommé par M. Barroso à l'époque. Bon, c'était pas vraiment un Français, c'était un Portugais. Mais enfin, ces gens-là sont dans la même mouvance intellectuelle, vous voyez ce que je veux dire ? Goldman Sachs. Oui, il est repassé. Mais si vous voulez, le fond de la chose, si vous voulez, c'est que ce sont des gens qui se passent le sel et le séné, comme dirait l'autre, et qui, véritablement, à l'époque, ont trouvé absolument normal de sauver en priorité les banques, bien sûr, et surtout de ne jamais chercher de responsabilité, car ce qui caractérise le métier, c'est qu'il n'y a aucune responsabilité. C'est ça qui est fascinant, si vous voulez. C'est que vous appeliez HSBC, que vous perdiez des millions dans Madoff, que vous fassiez perdre vos clients des millions dans telle ou telle affaire, Natixis, je ne sais plus lesquels. On est entre gens bien élevés, on s'arrange. Mais ça s'arrange toujours, on est toujours amis, et c'est merveilleux. Et vous savez, c'est comme Abraire, qui avait mis le Crédit Lyonnais en faillite, a été immédiatement nommé président du Crédit National. C'est d'une intelligence absolument frappante. Quand vous voyez une chose pareille, vous dites « Ah oui, là je comprends, oui. » Alors vous êtes direct dans votre ouvrage sur les préjudices de ce modèle. Je vous cite: « La Banque universelle s'approprie le crédit public sans le redistribuer. Elle annihile les contre-pouvoirs des marchés et l'autorité des États pour concentrer la richesse aux dépens des masses aux mains de gens irresponsables, ou alors asservir les marchés financiers aux patrons des plus grands groupes, saboter la juste concurrence et négliger le financement de nos entreprises. » On en est là. Oui. Mais malheureusement, on en est là totalement, si vous me permettez, aujourd'hui, puisqu'on voit dans des exemples du marché d'aujourd'hui, que ce soit Unibail-Rodamco, que ce soit Casino, que ce soit... on voit que la mégalomanie des banquiers fait qu'ils ne font crédit qu'aux très gros, ou ils ne font crédit qu'aux très gros deals. Il faut faire un gros deal. Parce que s'il y a un gros deal, si je fais un crédit de 50 milliards, je me casse la figure, c'est pas grave, l'État va me récupérer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus, pendant la période avant que l'État constate les dégâts et éponge les trucs, j'aurais de toute façon très très bien vécu. Donc si vous voulez, c'est une situation qui est absolument... ça serait risible si ça n'était pas dramatique. Et il faut bien toucher un des sujets qui m'est cher, qui est par exemple le déséquilibre des marchés financiers lié au fait que les banquiers sont de tous les côtés, si vous voulez. Les banquiers sont de tous les côtés puisqu'ils gèrent une partie de l'épargne importante et donc ils vont déterminer à qui, quelles actions acheter, etc., etc. Comment voter dans les assemblées générales, c'est eux qui vont avoir un poids très important. En même temps, c'est eux qui vont distribuer le crédit, qui vont attribuer des mandats et qui vont attribuer des placements d'actions ou d'obligations à certaines industries et pas à d'autres. Vous voyez, donc ils ont un rôle absolument capital dans l'attribution du financement de l'économie. Et malheureusement, si vous voulez, comme ils sont mégalomanes, ils ont une mission majeure, c'est de rendre service aux plus gros pour pouvoir toucher, évidemment, il y a des économies d'échelle, ça, on ne peut pas les nier, si vous voulez. En matière de finances, il y a des économies d'échelle, ce qui sont une règle formelle, si vous me permettez. Mais ça veut dire aussi que comme il n'y a aucun contrôle de leur activité en faveur des petits épargnants, ou très peu de contrôle, il faut bien le dire, ils sont contrôlés administrativement, il n'y a jamais de punition. Vous n'avez jamais entendu parler de quelque banquier que ce soit qui aille en prison. C'est pas possible. On ne sait pas. C'est un concept qu'on exige. Je peux avoir cité, dans mon activité professionnelle chez Brox Invest, j'ai cité un très grand nombre de grands patrons sur des problèmes de délit d'initié, sur des problèmes de manipulation de cours, sur des problèmes de... Eh bien, jamais je n'ai vu de sanctions. Je n'ai jamais vu de sanctions. Mais ça veut dire qu'ils ont les juges dans la poche, ce personnel bancaire ? L'AMF est une autorité de marché qui, en fait, dépend... Autorité des marchés financiers. Elle n'est pas du tout indépendante, cette autorité des marchés financiers. Écoutez, j'ai beaucoup d'amitié pour les présidents de l'AMF successifs que j'ai vus travailler. Je peux vous dire que leur préoccupation majeure, c'est de ne pas déplaire au ministre. Ça, c'est la chose importante. Quant au reste, c'est très accessoire. Il faut être très clair. Et il y a du travail qui est fait, mais c'est tellement modeste. Et l'idée surtout de persévérer dans le modèle,
C'est ce qu'il y a de plus, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus coupable. Cette organisation monétaire et bancaire est liée, dites-vous, au phénomène d'évasion fiscale des grandes multinationales, phénomène qui grève le budget. C'est plutôt l'évasion fiscale des grandes multinationales qui est aidée par les banquiers. Bon, ça c'est évident. Vous savez que tous les banquiers ont créé, maintenant ça se réduit un peu parce que ça fait désordre, mais ils ont créé des myriades de petites filiales dans les petits paradis fiscaux pour arranger le coup avec leurs gros clients, gros industriels ou grosses richesses, si vous voulez. Donc, la banque est structurellement favorable à l'évasion fiscale. Bon, c'est inévitable, puisque si vous voulez, comme ils sont mégalomanes sur le service aux très gros et qu'en plus ils doivent aussi gérer un petit peu les intérêts des gros déposants, ils vont naturellement avoir... donc ils ont été associés à toute une série de scandales comme les Panama, vous avez entendu parler de la Société Générale, Panama, etc. Mais BNP Paribas, plein de filiales dans des paradis fiscaux, etc. Et ils freinent des cas de fer pour toutes les réformes. C'est tout à fait classique. Non, ça c'est... Si vous voulez, le grave, c'est qu'on voit bien que c'est un lobby d'une puissance extraordinaire qui empêche véritablement le capitalisme mondial d'évoluer. Je le dis franchement, de fonctionner normalement. Ils ont une telle passion des grands groupes, ils sont tellement au service d'eux. Mais c'est là-dedans que ça va pas. Enfin, alors c'est psychologique. La mégalomanie, oui, c'est une... mais le problème, il est politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est parce qu'il y a des ministres des Finances qui acceptent ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si vous voulez, on peut admettre l'erreur au départ. Moi, d'ailleurs, je le dis très sincèrement, moi-même, j'ai servi ce modèle au départ. J'y croyais. C'est systématisé, quoi. J'y croyais, mais je ne voyais pas les abus, si vous voulez. Je ne me suis pas rendu compte. Quand M. Trichet a proposé ces réformes formidables du marché financier, il était directeur du Trésor à l'époque, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là pervers au niveau des comportements de marché. Mais aujourd'hui, si vous avez des petits épargnants qui se plaignent, on ne s'occupe pas d'eux, on leur dit, écoutez, si, on va arranger le coup, vous allez être indemnisé, mais surtout vous en parlez à personne. Ça s'appelle, vous savez, il y a un système d'indemnisation très discret auprès de l'AMF, il faut surtout pas le dire à personne. C'est scandaleux, c'est le contraire de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que justement, quand il y a des gens qui se font avoir par un grand établissement, que tous les gens puissent normalement se faire indemniser. C'est exactement le contraire qui est organisé. Vous voyez, je donne cet exemple-là, mais on peut en donner d'autres. Vous dites, Pierre-Henri Leroy, qu'aujourd'hui les banques ont la main sur la manne monétaire. Qu'est-ce que ça induit ? Alors, ça, c'est un autre sujet. Vous savez qu'avec la crise financière de 2008, le système étant vacillant, on a décidé, progressivement, c'était un peu compliqué, mais vous avez eu Trichet, puis ensuite vous avez eu Draghi, excusez-moi, c'est plus révélateur, mais Draghi qui effectivement a proposé ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire en fait la planche à billets, voilà, etc. La planche à billets, c'est-à-dire l'ajustement quantitatif, ce qui était des mots très compliqués pour dire un truc très simple. En fait, c'est on va prêter pas cher, moins cher que le marché aux banquiers. Bon, première chose, ça s'appelle les prêts bonifiés. Bon, il n'y en a pas eu d'énormes, enfin, il y a eu tout de même à peu près même plus de 1000 milliards. Et prêter de l'argent qu'on n'a pas, 1000 milliards. Oui, alors tout ça avec de l'argent qu'on n'a pas, de l'argent l'argent que l'on crée. On fait ça et oui, mais ça existe. Si vous voulez, ça c'est intéressant que vous ayez fait ça, parce que c'est le mystère merveilleux de la création monétaire. C'est la magie. La création monétaire, c'est un problème relatif. C'est-à-dire que si tout le monde fait ça au même moment, ça n'a pas beaucoup de conséquences, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Américains ont fait ça, ils ont dit on va créer de l'argent pour sauver nos banques. Les Européens ont dit on va faire ça, on va créer de l'argent pour sauver nos banques. Les Anglais ont fait ça, tout le monde l'a fait, les Suisses aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde le fait. Bon, donc si vous voulez, cette méthode serait acceptable, puisqu'il s'agissait vraiment de sauver les banques, à condition que ça soit fait de façon un peu rigoureuse, un peu sérieuse. Or, vous savez que ce sont des opérations facultatives. Donc nous savons que sur les 4 000, 5 000 milliards d'encours que la BCE, par exemple, fait en matière de politique non conventionnelle. Encore un terme extraordinaire pour vous dire, c'est merveilleux. Donc, 5 000 milliards d'encours. Bon. Nous savons que les banquiers qui en profitent, ils n'en profitent qu'à condition qu'ils le veuillent bien. Bon, ils sont venus parce qu'ils y touchaient de l'argent, ils y touchaient. Alors vous allez me dire, mais c'est des prêts. Oui, d'accord, mais si je vous fais un prêt bonifié, vous allez le prendre que si c'est intéressant pour vous.
si vous en avez besoin et si vous dites mais c'est moins cher qu'ailleurs. Et alors, résultat, qu'est-ce qu'il aurait le cadeau annuel, gagné le cadeau annuel est 50 milliards pour les banques européennes, 50 milliards pour les banques privées, qui sont, comme vous le savez, un secteur social en grosse difficulté. Nous avons beaucoup de peine pour ces gens qui souffrent tous les jours. Et pourtant, on nous explique tous les jours que les banques françaises sont dans une immense difficulté. Oui, alors ça, évidemment, ça c'est admirable. Ce sont des gens admirables, ce sont des gens qui souffrent pour nous. Et d'ailleurs, il suffit de regarder leur bulletin de salaire. On sait qu'ils souffrent pour nous. Et d'ailleurs, ils se payent royalement pour essayer de se remettre de cette situation. Il y a plus de 1000 banquiers européens qui touchent plus d'1 million par an. C'est vrai que c'est pas assez, il en faudrait plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est absolument à pleurer. Et quand vous voyez des ministres qui ont accompagné, comme M. Moscovici, qui est maintenant patron de la Cour des comptes, enfin c'est tout de même ahurissant, quand vous voyez ces gens qui ont accompagné ce mouvement avec des larmes, des trémolos dans la voix, en disant nous avons le modèle bancaire le plus exceptionnel. Prenez un mensonge que je trouve extraordinaire sur la crise de 2008. Vous savez quel est le discours officiel de ce que ça a coûté aux Français ? Eh bien, le discours officiel, c'est que ça a rapporté 2 milliards aux Français. 2 milliards, voilà. oui. Alors ça, c'est tout de même très fort. Mais ça, c'était François Fillon qui nous avait expliqué que ça rapporterait mais d'argent. ils ont tous dit, c'est formidable, c'est un truc qui a rapporté 2 milliards. D'ailleurs, tous les Français s'en sont rendus compte. Il n'y a que vous et moi qui avons quelques doutes. Non, c'est un mensonge absolument d'État, puisque tout l'argent qui est apporté par la Caisse des dépôts, ça n'est pas considéré comme du budget de la nation, puisque ça n'est pas dans les comptes budgétaires de la France. C'est extraordinaire. Donc, alors, le budget, c'est le budget. Bon, voilà, ça, c'est une filiale importante qui fait pour nous, mais c'est un... non. Ce cadeau de 50 milliards d'euros aux banques françaises. Non, 50 milliards d'euros aux banques françaises sur les 10 ans. Oui, ça, sur 10 ans. Oui. Vous êtes allé voir la BCE, la Cour des comptes, en leur disant est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part ? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu, ces organisations ? Alors la BCE m'a répondu de façon assez peu courtoise en me disant que... D'abord, elle m'a expliqué que les concours non conventionnels avaient effectivement aidé l'économie. Donc, indirectement, bien sûr, ça avait aidé les banques. Ça, c'est une honnêteté qui les honore. Bon. Quand j'ai dit, mais attendez, il n'y a pas que là. C'était tout de même des trucs vachement avantageux à chaque coup. C'est intéressant de savoir combien vous avez donné et à qui. C'est la moindre des choses. Quand on distribue des milliards, on pourrait tout de même avoir la moindre des choses vis-à-vis de la collectivité publique, puisque effectivement la création monétaire, c'est nous tous. Bon, et là, on m'a envoyé ailleurs, si vous me permettez. Et alors je me suis tourné vers le président de la Cour des comptes. Et le président de la Cour des comptes m'a répondu une lettre absolument charmante. Me disant, oui, c'est une très bonne question, effectivement, quels sont ces concours non budgétaires qui sont faits, etc. Mais nous avons, me dit-il, fait un rapport en 2016. Alors j'ai cherché le rapport, il m'a donné la référence du rapport. Alors j'ai cherché le rapport, j'ai lu le rapport. Pas un mot sur la question du quantitative easing, pas un mot, évidemment. Donc là, c'est pas sérieux. On est dans la politique politicienne. Donc ça veut dire que la BCE et la Cour des comptes aussi, ils en mangent, quoi. Non, je ne veux pas qu'ils en mangent, mais ils veulent pas d'emmerdement, ils préfèrent cacher, ils veulent pas se poser des questions. On ira se baigner chez toi cet été. Oui, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Je crois qu'il y a au fond de grands copinages qui fait que non, quand il y a quelqu'un qui apporte une nouvelle qui n'est pas tellement réjouissante ou qui n'est pas tellement honorable, on préfère effectivement que ça se calme. Alors, face à ces scandales vieux d'il y a une trentaine d'années, dites-vous, votre réponse, scinder les banques et revenir au régime de séparation en vigueur sous les 30 Glorieuses. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. C'est très simple, si vous voulez. Sous les 30 Glorieuses, vous aviez les banques d'affaires, les banques commerciales, et puis les métiers à côté, comme l'assurance, etc., etc. Donc il y avait 3 zones. Bon. Et à l'époque, les marchés financiers, il y avait très peu de choses. Il y avait le change dans les banques, et puis il y avait le marché des actions, qui était tenu par un groupe restreint et privilégié, un peu privilégié, qui étaient des agents de change. C'était un club privé, je sais plus, une trentaine à peu près. Mais vous aviez, le système bancaire était partagé en 3. Alors, les banquiers se sont rendus compte, avec intelligence, que l'informatique permettait finalement de marchéiser, enfin de couper un petit morceau l'ensemble des opérations de crédit et de pouvoir en fait en faire un commerce, ce qui, d'un point de vue strictement
organisationnel et même du coût collectif de ces activités, comptable, finalement, ouais. ça a un sens. Ça a un sens, c'est pas du tout idiot de dire, effectivement, on va, pour rendre le financement plus efficace, on va faire on va couper le crédit en petits morceaux, comme ça, on va pouvoir le distribuer dans un marché plus large, ça sera moins cher et tout le monde il s'y retrouvera. Donc ça, moi je considère que c'est assez légitime, mais il n'était pas normal que l'on les autorise à tout faire en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Et on les a autorisés progressivement, c'est pour ça que ça commence avec Debré. On a autorisé les banquiers commerciaux et les banquiers d'affaires à faire le même métier, donc ça a été la première été, puis ensuite on leur a apporté les activités du marché financier, enfin le capital, les actions, le marché des actions, et elles ont véritablement pris la maîtrise de l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est effectivement l'histoire de ce dossier. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il faut revenir ? Je ne dis pas qu'il faut revenir exactement à cette époque-là. Je pense que, par exemple, c'est pas la peine de recréer un monopole des agents de change. Il faut au contraire que chacun de ces secteurs-là garde des activités de marché. Il n'est pas du tout... Alors, la terreur des banquiers, c'est si on met fin, si on revient à la séparation, on n'aura plus la possibilité de faire du marché. Pas du tout. Il est évident que pour moi, les banquiers commerciaux sont les meilleurs pour financer l'économie de façon efficace avec des marchés de dette. Mais par contre, je dis que les marchés d'actions, qui sont des marchés de capital, ou les marchés de métaux, ou de céréales, qui sont des marchés tangibles, ou d'immobilier, qui sont des marchés tangibles, ça ne devrait pas du tout être associé à la gestion des dépôts et des crédits. Les dépôts des particuliers ne doivent pas être mis en risque par l'activité d'immobilier ou de jeux sur tel ou tel secteur économique. Vous voyez, et c'est ce qu'on avait autrefois. Et à mon avis, ce serait très simple d'y revenir, c'est-à-dire de dire, écoutez, c'est pas compliqué, on va donner la garantie de l'État uniquement aux banquiers commerciaux et de crédit. On va réglementer l'activité de banque d'affaires et de marché de capitaux, mais là, il n'y aura pas la garantie de l'État, parce que c'est tout de même un spiel dangereux et difficile, et on va réserver l'assurance et les secteurs d'activité réglementés à un autre secteur. Voilà. Cette solution, Pierre-Henri Leroy, permettrait-elle d'éviter le cataclysme économique que tout le monde attend ? Alors, je vais vous dire, non, honnêtement, je crois pas, parce que je crois pas. C'est pas le même sujet. Je dis simplement, c'est pas la peine de considérer qu'on ne doit pas se réformer sous prétexte qu'on a une situation de crise latente potentielle qui est réelle. Cette crise latente potentielle réelle, de toute façon, elle nous obligera à faire des réformes majeures. Donc, je pense mais 2008, ça aurait dû nous obliger à faire ces réformes et on n'a rien fait. Eh ben voilà. Les dirigeants n'ont rien fait. Donc, absolument. Donc, pourquoi l'État n'envisagera, jamais votre solution de revenir à un découpage ? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut très bien imaginer que les politiques, devant l'immensité de l'injustice que représente le système actuel et l'inefficacité du système actuel, parce que si vous voulez, ce qui est gravissime, c'est de voir que l'industrie n'est pas financée. Je veux dire, moi, une boîte que j'ai suivie depuis quelque temps, qui est Solocal, qui est une boîte qui a été financée à hauteur de 4 milliards pour son LBO il y a 20 ans, ne retrouvait plus, alors qu'elle avait besoin de 300 millions, elle ne trouvait pas 300 millions, alors que c'est une boîte qui faisait du profit, c'était une boîte qui avait 3000 employés, enfin c'était une boîte sérieuse qui avait un métier. Les banquiers n'étaient pas là. Donc, si vous voulez, depuis 5 ans, les banquiers sont abonnés presque absents. Je dis presque, il ne faut pas trop généraliser, mais si vous voulez, le fond de la chose, c'est que la structure du métier ne les invite absolument pas à financer l'économie. Oui, et même à débattre sur les limites de ce système. Et personne n'en parle. Mais personne n'en parle, puisque de toute façon, il y a une espèce d'incapacité de penser le modèle bancaire. C'est l'omerta de la mafia ou il y a une omerta, il y a une paresse terrible. La médiocrité bancaire est absolument immense, je veux dire très sincèrement, il faut le dire. Je veux dire, mais le niveau de mensonge du lobby bancaire est absolument une honte. Enfin, c'est une honte totale, si vous voulez, le nombre de mensonges qui sont relevés dans ce livre sur la réalité des choses par ce lobby m'afflige. Enfin, je trouve ça pas possible. Mais tout ça est, je vous dis, c'est effectivement, ça demande peut-être une secousse sérieuse avant d'être évoqué.
Pierre-Henri Leroy, cet ouvrage remarquable, La conjuration bancaire pour une refonte du système bancaire et monétaire, c'est chez VA Éditions. Merci Pierre-Henri Leroy. Merci beaucoup à vous. D'être venu sur notre plateau présenter cet ouvrage, je le répète, remarquable. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous.